à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Info Hebdo, ce rendez-vous d'émission qui décrypte l'actualité sociopolitique sur ESAE TV. Le Conseil des ministres de cette semaine, tenu mercredi 24 novembre, sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon a donné son approbation pour la confection de la liste électorale informatisée (LEI). Une décision qui fait suite à l'expiration de la liste électorale permanente informatisée (LEPI qui a bouclé ses 10 ans à l'occasion de l'élection présidentielle d'avril 2021. La nouvelle liste électorale sera disponible fin 2022. Elle sera ensuite remise à la Commission électorale nationale autonome Sénat en janvier 2023. Les prochaines élections législatives au Bénin auront lieu courant mars-avril 2023. Nous en parlerons ce matin dans le décryptage avec Agapite Napoléon Maforican. Il est consultant médias communication, analyste chroniqueur politique. Il est le directeur de E-Télé. Il sera face à Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Le troisième invité de ce matin sur Info Hebdo est Jacques Bocor. Il est le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, dans un audio qui a été très viral sur les réseaux sociaux cette semaine, invite Sébastien Germain-Ajavon à faire allégeance à la République. Une invite qui suscite une multitude de commentaires au sein de l'opinion publique nationale et même internationale. Pour mémoire, bon nombre de Béninois avaient émis le souhait de voir Boniaï et Patrice Talon se parler, ce qui a été effectif et s'est matérialisé à travers une rencontre au Palais de la Marina. Depuis lors, la situation sociopolitique du pays a connu une amélioration positive. Face à ce constat probant, un rapprochement Talon-Adjavon est fortement souhaité par les Béninois épris de paix et soucieux du développement harmonieux du Bénin. Si le temps nous le permet au cours de cette émission, nous parlerons également de la qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile, cette qualité qui a suscité une vague d'indignation sur la toile au cours de cette semaine. Et également, si le temps nous le permet, nos invités diront un petit mot sur ce challenge qui raffole la jeunesse, le challenge sur le réseau social TikTok baptisé Toutouni. C'est tout pour la préface de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après cette pub qui présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour le décryptage. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage de ce matin sur Info Hebdo. Bonjour à vous, Jacques Bocor. Bonjour, Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin, d'avoir répondu à cet appel. Bonjour à vous également, Joseph Perzo Anago. Bonjour aux internautes de ESAE TV. Merci d'être là. Bonjour à Agapite Napoléon Maforican et merci de nous honorer. Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes. Alors, Joseph Perzo Anago, le gouvernement a donné son approbation pour la confection de la liste électorale informatisée. Selon vous, quels en sont les enjeux politiques? D'abord, moi, ma réponse serait de me demander est-ce que le gouvernement a mesuré véritablement les enjeux politiques.
Si c'est le cas, je pense qu'il va falloir en tenir grand compte parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans la sous-région ou un peu partout, surtout sur les tropiques en Afrique, ici, résultent de ce que les listes électorales ne sont pas apurées, ne sont pas euh, bonnes, ne sont pas bien faites. Et donc, si le gouvernement a mesuré les enjeux de cette problématique, je pense qu'il lui revient, n'est-ce pas, d'y associer tous les ingrédients qu'il faut et toutes les personnes qu'il faut, c'est-à-dire toutes les intelligences qu'il faut. Il ne va pas s'agir, n'est-ce pas, de dire, bon, ben, nous aurons une nouvelle liste informatisée, encore que toutes les listes ont été informatisées jusque-là, que ce soit la LEPI, elle a été informatisée. La LEI est aussi informatisée. Donc, cette terminologie, ça fait un peu ringard, parce que c'est informatisé qu'on le veuille pas. Mais le gouvernement doit associer toutes les intelligences et tout ce qu'il faut comme ingrédient. Sinon, elle va s'approprier une liste et nous allons assister à des élections tumultueuses. C'est ce que je voudrais pas. Je reviens par rapport un peu à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Agapit Naplema-Forican, dites-nous selon vous, quels seront les enjeux de cette confection? Les enjeux d'une liste électorale, c'est justement pour disposer d'une base de données pour permettant aux électeurs d'aller aux urnes. Donc la liste électorale, c'est l'une des phases importantes, c'est l'un des outils importants dans un processus électoral. Donc en la matière, le gouvernement s'y prend très tôt. On peut dire que l'enjeu principal ici, c'est de rester dans le temps et de confectionner une liste en toute sérénité. N'oubliez pas que ce qui s'est passé au Conseil des ministres, ce n'est que la mise en route, c'est-à-dire que le feu vert, l'autorisation donnée à une feuille de route déjà élaborée par les parties prenantes lors d'un atelier spécifique organisé à cet effet. Et cet atelier était organisé parce que justement la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, expérimentée depuis la présidentielle de 2011, est arrivée à expiration. L'EPI, la seule différence, c'est que la liste n'est pas permanente. Une liste ne peut pas être permanente. C'est une liste dynamique. Il y a des naissances, il y a des nouvelles majorités, il y a des décès. Donc, une liste ne peut qu'être remise à jour. Et donc, avec le RAVIP, qui a commencé en 2018, on est passé à une autre phase de la gestion de l'état civil et donc des données nationales des personnes physiques. Donc, en 2023, nous aurons des élections, pas avec une liste électorale nationale et permanente, mais avec une liste informatisée qui subit une dynamique au regard des soustractions et donc des ajouts selon les majorités qui adviennent. Alors, Jacques Bokor, tout à l'heure, Agapit Naplema-Forican a précisé qu'il s'agit d'un outil important qui est même d'ailleurs une source de conflit dans certains pays lors des élections. Selon vous, cette actualisation-là nécessite quels acteurs? Oui, la prise en compte de tous les acteurs. Lesquels? J'ai suivi quelques réactions quand je me fie à la une du quotidien Matin Libre du jour. Je pense qu'il y a eu d'hier vendredi quelques réactions. Voilà, d'hier vendredi, pardon. Je lis par exemple Paul Hunkber qui exige l'implication de l'opposition pendant que Eugène Azatasso, vice-président du Parti Les Démocrates, dit rater la LEI, c'est rater le processus électoral. Donc, vous mesurez un peu l'enjeu. C'est qu'il faut que la liste soit inclusive. Que ça consensuel. Absolument. Et moi, je me rappelle encore tout ce branle-bas, toutes ces tensions que nous avons vécues sous le président Yahi Boni, avec d'un côté les candidats Zanaï qui parlaient de la clé avec un certain Kassim qui serait le neveu ou le cousin de Yahi Boni. Donc, c'est pour dire que enfin, au Bénin, on dit souvent que celui qui contrôle la liste électorale est déjà en avance sur ses concurrents, ses adversaires. Bon, pour éviter ces suspicions... Ça n'a pas empêché au régime de Yahi de perdre l'élection en 2016. Absolument, vous voyez. Donc, c'est pourquoi moi, je voudrais que ça soit inclusif pour éviter les suspicions. L'autre chose qui, pour moi, est une inquiétude, c'est que le gouvernement a fait une projection sur fin 2022. Et vous l'avez souligné dans votre introduction que la liste sera officiellement remise, sinon transmise, en janvier 2023, c'est-à-dire à quelques encablures de l'élection.
quelle assurance avons-nous que le délai d'abord sera respecté? Est-ce qu'on n'irait pas au-delà de janvier? Si on va au-delà de janvier, comment on va gérer les contestations éventuelles qui naîtraient? Donc, ce sont des préoccupations qui méritent vraiment qui sont assez vives et qui méritent quand même d'être décortiquées et prises en compte de part et d'autre. Mais Joseph Perjon-Ago, on parle de l'EPI, maintenant on veut venir à la LEI. Selon vous, qu'est-ce qui change concrètement? Mon prédécesseur, Maforique, l'a dit tantôt, et si elle n'est plus désignée, cette liste, bien entendu, comme étant... Mais lorsqu'elle était permanente, elle était actualisée. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et j'ai dit, bon, c'est des jeux de mots. Sinon, toutes les listes ont été informatisées jusque-là. Et je ne conçois pas une liste depuis, bien entendu, 2011, qui ne soit informatisée. Mais moi, mon problème, c'est... Jacques l'a souligné tantôt, c'est cette prospérité. C'est-à-dire, on se retrouve serré, à l'étroit, avec une liste qui sera transmise à quelques encablures des élections, sans permettre à ce que, comme je le soulignais tantôt, les acteurs intéressés puissent y jeter un coup d'œil. Une vraie liste, sous les tropiques en tout cas, une vraie liste doit être inclusive, doit se soumettre au focus national, va se soumettre à un examen national à l'interne. C'est-à-dire, mais si le gouvernement choisit de serrer les choses au point où on se retrouve avec une liste qui s'impose aux gens, ça ne sera pas une bonne chose. La liste ne doit pas s'imposer aux gens parce que c'est un outil à tous. Chacun doit pouvoir se retrouver à travers la LEI. Mais à l'allure où vont les choses, il y a bien à se poser des questions, à se demander, est-ce qu'il y a assez de marge pour que ceux qui ont leur mot à dire puissent d'abord être insérés dans le processus et au bout du processus apporter les réserves. J'ai cru entendre un député de la mouvance, et puis le contraire m'aurait étonné venant de lui, que de toutes les façons, dès qu'ils auront des remarques ou des reproches à faire, ils peuvent saisir la justice, enfin du moins la cour. Non mais attendez, et on sait comment, quand on saisit la cour depuis sous la rupture, on sait comment ça se termine. Il vaut mieux plutôt faire un travail plus ou moins parfait et se refuser d'aller à ces recours-là. Se refuser d'aller à ces recours-là. Agapit Maforican, Joseph Perjon-Ago plante véritablement le débat. Il estime qu'il faut une liste électorale irréprochable et qu'elle soit véritablement consensuelle, comme l'a évoqué tout à l'heure votre ami d'à côté, Jacques Bocor. Mais selon vous, quelle sera la contribution du gouvernement à l'obtention d'une liste électorale consensuelle? D'abord, le gouvernement n'est pas à la manette. Le gouvernement vient de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire donner les instructions qu'il faut, enfin, donner les autorisations, mais notamment... Le gouvernement a un chef qui est chef d'une majorité. Laissez-moi aller. Oui, allez-y. Le gouvernement n'est pas à la manette de la confection de la... Vous savez, consensuel, c'est des expressions auxquelles on a... La démocratie ne se nourrit pas de consensus. Il faut dire qu'on s'entende bien. Il y a trop de formules que nous avons utilisées depuis 1990. Il n'y a pas de démocratie consensuelle. Autrement, on est dans un régime de parti unique. Et alors, donc, le consensus, c'est quoi? C'est comme si tout le monde doit s'entendre sur quelque chose. Non, la démocratie, c'est le débat dynamique. Et on a dit que c'est la loi de la majorité. Et ça là, donc le consensus est sur les principes démocratiques. Et dans les principes démocratiques, depuis 2017, nous avons changé la donne en matière donc, de registre national, en matière donc, des personnes physiques. On a quitté l'histoire de Koslepi, où des députés se retrouvent à la fois confessionnels de la liste électorale, ce qui est quand même pas cohérent. Ici, on passe à l'ANIP, à l'Agence nationale d'identification des personnes physiques, qui est créée par une loi de 2017. Donc, c'est créé avant les législatives de 2019. Donc, c'est créé par le Parlement de 2015. Je le dis pour qu'il y ait une cohérence. On a commencé le RAVIP en 2017. Et justement, la LEI est extraite du RAVIP. Premier élément. Le RAVIP permet, tout le monde va faire le RAVIP. Il n'y a pas de problème. Vous avez vos codes, vous avez vos identités, vous avez tout ce que vous devez avoir. Et le registre doit être communal normalement. Maintenant, qui est aux manettes? C'est le CFCM. Donc, on peut passer à côté alors qu'il devrait pouvoir s'instruire et s'informer.
il n'y a pas de consensus ou de consensuel d'opposition, de mouvance à avoir dans la confection de la liste. Il n'y a que ces données sont déjà au niveau de l'ANIP. Mais juste pour vous apporter du grain à votre moulin, c'est vous posez la question de savoir. Lorsqu'on sait que l'ANIP a un patron qui est nommé par le chef de l'État qui est le chef d'une majorité, la majorité au pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas des raisons que Paul Nkondé, le chef de file de l'opposition, puisse émettre des inquiétudes légitimes? Quand je vous renvoie à la lecture de la loi de 2017, et donc je continue. Donc, à partir du moment où la liste est extraite du RAVIP commençait depuis 2017, je pense qu'il faudrait suivre la cohérence. On a parlé du délai. Ce que le gouvernement a fait le 24 passé n'était que la validation d'une feuille de route acceptée par les parties prenantes. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui a élaboré la feuille de route. Donc, les délais sont déjà calculés. La ley remise à la Sénat, pour faire court, pour ne pas monopoliser la parole, la ley remise à la Sénat par l'ANIP. Par l'ANIP. 60 jours avant les élections. 60 jours. Donc, quand vous regardez la feuille de route, le gouvernement a dit que la ley doit être disponible et remise à la Sénat fin janvier. La législature qui a pris fonction en mai. Ça veut dire que nous devons aller aux élections le corps électoral doit être convoqué peut-être fin avril, courant avril. Alors, fin janvier, nous avons le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril. Ça fait au minimum 90 jours. La liste doit être remise à la Sénat 60 jours. Or, le gouvernement a prévu que la liste soit remise, selon la feuille de route, que la liste soit remise à la Sénat pendant 90 jours. Donc, il y a une avance de 30 jours. Donc, sur le délai, il n'y a pas de problème. Sur les parties prenantes, c'est déjà connu. J'ajoute simplement qu'au niveau de la Sénat, il y a le représentant du chef de file de l'opposition au conseil électoral. Or, dès que la liste est remise à la Sénat, c'est le conseil électoral qui prend, parce que c'est lui l'organe de décision. Et au conseil électoral, ce n'est pas le chef d'État qui a nommé le président, ce n'est pas le chef d'État qui a nommé tous les membres. Il y a 5 personnes, un de la majorité présidentielle, un de la majorité parlementaire, un de la minorité parlementaire, un du chef de file de l'opposition, un magistrat et un représentant du chef de l'État. Donc, voilà institutionnellement ce que c'est le contenu du conseil électoral. Alors, de quel consensus, de quelle opposition parle Paul Nkondé s'il a déjà un représentant au conseil électoral? Je veux bien comprendre. Jacques Bokor peut-être va vous répondre. Jacques Bokor, lorsque vous avez suivi Agapit dans le moment fréquent, êtes-vous convaincu? Bon, normalement, dans la pratique, c'est ce qui devrait être. C'est-à-dire que oui, on a un représentant des représentants de la minorité, de la majorité, de l'opposition et des cadres techniques. Ça, c'est ce qui est. Mais il se fait que ce qui devrait être, mais il se fait que dans la pratique, il se fait que dans la pratique, aujourd'hui, disons la vérité, et minorité et majorité soutiennent le même gouvernement. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois au monde. Ce n'est pas la première fois au monde. C'est le principe politique. Paul Nkondé est chef de file. C'est un principe politique. Au régime du président Patrice Talon. Et jusqu'à l'instant précis où nous enregistrons cette émission, il n'a pas déclaré le contraire. Oui, je parle même du bloc républicain qui est le parti minoritaire à l'Assemblée, mais qui soutient les actions du chef de l'État. L'Union progressiste, majorité, soutient les actions du chef de l'État. Et mieux, l'opposition dont on parle, le chef de file de l'opposition, bon, des gens vous diront qu'ils ne sont pas convaincus de ce qu'il est vraiment de l'opposition. Donc, finalement, c'est vous qui dites que... Non, j'ai dit les gens. J'ai dit les gens. C'est qui les gens dont vous relayez les hommes? C'est son job en tant que journaliste. De relayer on va laisser Jacques Bokor finir. Jacques Bokor. Donc, et puis, il y a des cadres aussi. C'est quelle garantie avons-nous que, un cadre n'est pas, comme on le dit, taillable et corvéable. Donc, c'est pourquoi il faut, même si le mot consensus n'existe pas en démocratie, comment ça n'existe pas? il faut qu'on ait un minimum de garantie que la liste, vraiment qui sera, disons, conçue, soit fiable, oui, arrange toutes les parties. Parce que même ce qui se fait au niveau de l'ANIP, ce n'est pas sans reproche.
Ce n'est pas sans reproche. La preuve, parfois, vous y allez et c'est à la maison que vous vous rendez même compte qu'on a fait une erreur, peut-être par rapport à votre nom ou bien. Pourquoi vous ne lisez pas à la table avant de Au niveau côté, du là? sexe, soit vous êtes femme en tant qu'homme et il faut retourner là-bas. Peut-être au niveau de la date de naissance, on s'est trompé. Pour des gens qui n'ont pas encore 18 ans, on peut les classer comme à même d'aller au vote. Donc, c'est des petites choses qu'il faut corriger. Or, si on remet la liste la veille de l'élection, ce n'est pas évident qu'on soit concentré là-dessus parce que les gens seraient en train de gérer le problème de confection des candidatures, peut-être de gérer éventuellement d'autres, les problèmes d'exclusion. Qui aura le temps d'aller porter ces genres de réclamations? Donc, moi, je pense qu'il faut aller un peu plus tôt et même que le chef de l'État fouette un peu l'équipe qui sera chargée de ça pour qu'on anticipe sur la livraison. Alors, Joseph Perzo-Anago, vous avez réclamé la parole. Vous l'avez à présent. Non, vous n'allez pas me faire ce sourire. Je voudrais savoir si je peux parler. Une chose est de me donner la parole, une chose est de me la laisser gérer. Tu fais semblant devant les... Tu devrais, Jacques, que tu veux Tu parler. fais semblant devant les internautes de me donner la parole. Et qu'en fait, vous me la retirez, ben, ce serait du pipeau. Puis-je parler? On ne la retire pas, la parole. On vous connaît. Puis-je Ah parler? bon? Puis-je parler? Vous avez la parole depuis quelques secondes. Merci bien. Non, mais soyons sérieux, sérieux. On est très sérieux ici. On parle. Bon, ici, si nous sommes sérieux, restons sérieux alors. Quand on est sérieux, on doit pouvoir reconnaître que le conseil électoral dont parlait avec emphase, Agapit n'est que ce qu'il est. Hein, parce qu'à l'intérieur de ce conseil électoral, je ne vous ai pas répété, mon cher ami Jacques, pour dire que c'est bonnet, plan bonnet, bonnet, plan bonnet. Le chef de l'État, je ne veux pas faire de l'histoire ici, a suscité la création de partis politiques qui émanent de lui. Ça s'est réalisé. Il y en a eu 2 qui se sont retrouvés à l'Assemblée, qui se sont retrouvés dans les conditions que l'on connaît à l'Assemblée nationale. Et beaucoup de voix se sont élevées. Et quand on dit quelles sont ces voix, c'est les voix de l'opposition. L'opposition. Ce n'est pas le chef de file de l'opposition qui est aujourd'hui assimilé à la mouvance. Ne cachons pas les choses. Mon job consiste à dire ce que c'est-à-dire ce que la populace, ce que la population, ce que le peuple dit. C'est-à-dire c'est mon job, on peut pas me le refuser. Et lorsque tout à l'heure j'entends dire mais qui sont ceux qui... Mais attendez, si je ne relève pas ce que dit le peuple, ce que dit la population, quel est mon job? Autant alors aller au champ, cultiver les palmiers à huile de mon papa feu père. Et donc, je dis ceci. Le conseil électoral dont on parle avec emphase n'est que l'ombre de lui-même. À l'intérieur de ce conseil, les figurants sont là. Et on sait de quel bord ils sont. Et à cela, la classe politique, surtout l'opposition, avait réclamé qu'il y ait des discussions pour aplanir les choses, afin qu'on sente réellement qu'il existe au sein de cette instance toutes les forces vives, la représentation de toutes les forces vives. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ce à quoi on peut assister, c'est qu'un beau matin, une liste quelconque est exhibée, et tout de suite le conseil électoral dit, on approuve. Parce que c'est approuvé d'office. Qui peut ne pas approuver au sein de ce conseil? Montrez-moi une seule composante qui ne l'approuverait pas. Vous réclamez du chef de l'État. Montrez-moi, désignez-moi juste une composante qui ne soit pas liée au chef de l'État. Attention, non, me retirer la parole. Non, je ne veux pas vous retirer la parole. Montrez-moi désignez-moi une seule composante de ce conglomérat qui ne relève pas de la mouvance présidentielle. Et quand on me dit le chef de file de l'opposition, écoutez, il y a une chose. Parfois, chez nous, lorsque vous faites quelque chose, ça vous fait finalement. Aujourd'hui, le chef de l'opposition, je ne vais pas appeler son nom, le chef de l'opposition, tout au moins c'est un nom commun. Le chef de file de l'opposition, Paul Rompé. Ah là, je ne connais pas, je ne veux pas donner de nom, mais le chef de file de l'opposition a dû révéler ce qu'il ressent de l'intérieur de lui-même. Il s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'opposition. Et il demande qu'on y mette l'opposition. Vous imaginez? C'est cela. C'est-à-dire, chacun de ces acteurs qui se rendent coupables de ces genres de crimes finira par s'avouer. Pas faire des révélations. Pas faire des révélations. Et c'est cela aussi. C'est le remords. Je pense que là, vous avez fini. Bon, je vous laisse prendre la parole. Retirez-la moi. Merci, Perzo-Anago. Agapit Naplement Fourican, vous avez suivi à l'instant Joseph Perzo-Anago et Jacques Boko. Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons d'émettre des doutes sur la crédibilité et l'honorabilité de cette Sénat qui est en place aujourd'hui? D'abord,
lire deux articles On connaît. du Code électoral. L'article 120 alinéa 2, donc de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 dit « La liste électorale informatisée est extraite du registre national. Il est le résultat d'opérations de recensement administratif à vocation d'identification des personnes physiques RAVIP et au traitement automatisé d'informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger dans les ambassades et consulats de la République du Bénin. » Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le RAVIP. Et comme je vous l'ai dit, ça date depuis 2017. Donc, l'ANIP est mise en place par une loi de 2017, donc une loi avant 2019. Je crois qu'on peut, même là, je reviendrai là-dessus. L'article 120 qui continue pour dire, l'article 123, pour dire, en prélude à l'organisation des élections, il faut bien, en prélude à l'organisation des élections, des réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation des citoyens, des électeurs, sont formulées par tout citoyen jusqu'au dernier jour de l'affichage devant la personne responsable du registre communal à travers 16 agents techniques de la localité. Elles sont transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par des agents techniques. Ces réclamations sont transmises sans délai par voie hiérarchique à l'ANIP, l'Agence nationale des développements de personnes, qui les examine et procède à leur traitement. Les rectifications faisant suite aux réclamations sont portées au registre national et font l'objet de notifications aux requérants, aux maires responsables des registres communaux pour une mise à jour et à toutes les autorités administratives de la localité. Alors, je vais lire ces deux pour dire quoi. Qui est aux manettes de la LEI? C'est l'ANIP qui a une instance en place. Alors, à moins que mes vis-à-vis contestent totalement l'organisation de l'État, l'existence de l'État et de cette structure, pour moi, j'estime que relayer tout ce qui circule dans la population en disant que ça fait partie de relayer la rumeur. Parce que, à mon avis, tout circule sur l'étoile. Et pour moi, la population, le peuple n'est pas celui qui se pavane dans Cotonou. Le peuple, il est partout. Et bien sûr que le peuple de chez moi a une meilleure conception de ces affaires et surtout une meilleure structuration de l'État. Et lorsque on dit l'ANIP, on ne peut, moi, je ne peux pas jeter un doute sur une structure de l'État qui fait son travail. Si on a un doute, il faut dire à tel moment, il y a eu telle erreur, il y a eu telle faute. Mais on ne peut pas jeter un doute, un discrédit sur les communes de l'État. Donc, premièrement, moi, je n'ai pas de doute là-dessus. J'ai fait mon RAVIP, j'ai perdu, j'ai fait mon duplicata en ligne et je l'ai reçu. Des amis le font, d'autres le font aujourd'hui dans les arrondissements. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas avoir votre adresse sécurisée, vous ne pouvez pas avoir votre certificat d'identité personnelle si vous n'avez pas votre avis. Donc aujourd'hui, c'est déjà là. On dit qu'avant les élections, tout citoyen peut réclamer jusqu'au dernier jour de l'affichage. Or, l'affichage se fait de 120 à 120 jours avant les élections. Et ça, c'est l'ANIP, ce n'est pas le Sénat. Je continue de le dire, c'est l'ANIP. Bien. Alors, la Sénat ne entre en jeu que à 60 jours des élections. Il faut bien qu'on sépare les choses. Donc, ce dont nous parlons là, conseil électoral, c'est 60 jours et ce n'est pas elle qui confectionne. On lui remet la liste qui a été déjà nettoyée, gérée par l'ANIP. On lui remet la liste. Et c'est l'ANIP qui est aux commandes. Donc, 60 jours avant, premièrement, donc, la confection de la liste est managée au niveau de l'ANIP, suivant un processus dont une partie a été lu tout à l'heure. La deuxième chose, c'est lorsqu'on revient encore sur ces histoires alors, vous savez, l'opposition nous a conduit à une sorte de temps d'impasse en 2019 pour revenir au point mort. FCBE, dont on conteste l'appartenance à l'opposition, est allé prendre son récépissé, on l'a traité de tous les noms. Ceux qui contestent sont allés prendre également. Aujourd'hui, tout le monde a pris. L'opposition dont on parle aujourd'hui est opposition parce qu'il s'est mis à jour par rapport au texte qu'on a contesté. L'opposition dont on parle s'est mis à jour par rapport au texte qu'on a contesté. Et donc, finalement, de quoi parlons-nous? C'est ça la question principale. Donc, je pense qu'il faudrait que nous ayons ces choses comme vraiment intangibles pour avancer. L'ANIP est aux affaires depuis 2017, est créée par une loi de 2017.
Le RAVIP est en cours depuis 2017. Le processus a connu tout le monde. Personne ne le conteste. Tout le monde y a recours. La LEI est extraite du RAVIP. C'est un processus qui a été décrit. Il y a un affichage 120 jours avant les élections qui doit être fait de la liste au niveau communal. Les gens, tout le monde peut opérer des rectifications. Le RAVIP, l'ANIP en tient compte et en saisit les autorités et tous les cadres en ce qui concerne les corrections prises en compte. Et finalement, la liste est remise à la Sénat 60 jours avant. 60 jours avant les élections. Ce que le gouvernement fait, c'est juste que le gouvernement a ajouté 30 jours de plus. C'est-à-dire qu'en donnant la liste à la Sénat fin janvier 2023, il y a une anticipation au minimum de 30 jours, puisque fin janvier, le Parlement qui a fini en mai, et les élections pourraient bien se tenir soit dans le début mai, ou alors peut-être en fin avril. Et donc, nous avons une anticipation quand même qui est là. Et donc, on ne peut pas me dire que les gens n'ont pas le délai qu'il faut. Oui, Jacques Bocon, il y a des commentaires sur ce sujet. Le souhait est que le délai soit respecté. Nous sommes en phase là. Notre souhait est que le délai soit effectivement respecté. Mais il se fait qu'on ne peut pas ne pas émettre des inquiétudes. Parce que, on a beau vouloir respecter le délai, qu'il peut y avoir, disons, des perturbations qui pourraient nous amener à dépasser le délai. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est dans cette optique que nous sommes en train d'opiner. Maintenant, les inquiétudes, je pense, restent fondées parce que nous sommes sur le terrain politique, qui est par excellence le terrain de la méfiance, de la surveillance mutuelle. Moi, je pense que à partir du moment où il y a des acteurs politiques qui opèrent, nos inquiétudes demeurent. Oui, l'ANIP, organe technique, mais on sait comment ça se passe. Et puis moi, mon souhait est que tout se passe bien, mais il n'en demeure pas moins qu'on écoute toutes les parties parce que nous l'avons dit. Et la lecture des deux dispositions, l'article 120 et 123, moi, me réconforte dans ma position parce qu'on a même parlé de réclamation. On dit, on peut réclamer. Si, par exemple, on ne tenait pas dans le délai, comment les gens peuvent réclamer pour que ça soit pris en compte et que la LEI soit transmise également à temps à la Sénat. Donc, je pense que l'un dans l'autre, il nous faut cette liste fiable. Si la liste est fiable, je pense qu'il n'y aura pas de polémique. De toute façon, le processus vient d'être ouvert. Moi, je fais confiance aux institutions du pays, mais pour que tout se passe bien. Nous allons suivre de très près cette actualité, notamment les semaines à venir. Probablement, il y aura peut-être des évolutions. Nous allons peut-être nous retrouver à nouveau pour également décrypter l'évolution de cette situation. L'autre sujet qui nous réunit ce samedi. Non, on peut aller à l'autre aussi. Moi, je dois parler. On ne peut pas conclure cette situation. Comment gambader comme ça? Je dois intervenir. Oui, Père Delago. Il y a quelque chose d'extraordinaire là qui se produit. Et je voudrais bondir là-dessus pour dire. Agapit vient de nous lire. Vous bondissez. Agapit vient de nous lire avec enthousiasme. Et je me suis surpris presque à le croire. Très calmement. Deux dispositions extraordinaires, mais nous en avons des dispositions. Je voudrais vous dire ceci. Moi, je ne parle que du concret. En ce moment, il existe des compatriotes qui étaient, il y a quelques mois encore, dans la diaspora et qui sont venus en congé, qui en vacances, voir les parents et qui travaillent quelque part. J'en ai qui sont juste à côté, chez moi, en famille, qui ne peuvent pas partir. Pas parce qu'ils ont été introduits les dossiers en retard de leur passeport. Ils ont introduit régulièrement. Et puis, une fiche est sortie qui dit, au plus tard, telle date, venez chercher. On ne leur a pas dit que les pièces ne sont pas à jour. Mais écoutez, le grand directeur, le puissant directeur qui doit signer, n'a pas signé. Et puis, les passeports n'ont pas été délivrés. Il y a même un comité qui s'occupe de nos compatriotes de la diaspora qui intervient, qui demande pardon, qui se couche, qui roule dans la poussière pour que ces compatriotes puissent retourner à leur travail. Ils sont au Bénin, ils n'ont pas leur passeport. Pour dire donc à mon cher confrère qui a lu avec beaucoup d'enthousiasme les dispositions, qu'il en existe, mais lorsque des Béninois, des factotums zélés veulent les brimer, ils les briment. Et donc, on m'interdit d'en parler, c'est m'interdit pratiquement de vivre.
Merci à vous, Père Zoanago. Agapé, tu as quelques non, je pense que secondes. la convention du liste électoral est trop technique pour qu'on puisse nous embrouiller dans les histoires de passeport, d'autres cas De façon très technique, de mauvais comportements d'agents de l'État. Je pense qu'on ne peut pas ce ne mélanger. sont pas des machines ou des automates qui travaillent là-bas, ce ne sont pas des robots, ce sont encore des Béninois qui peuvent faire à leur tête. On ne peut pas mélanger des comportements d'agents avec le fonctionnement institutionnel. Pour moi, chaque cas doit être analysé. Dans le cas d'espèce, il y a un feuille de route qui est adopté. Suivons et que chacun joue sa partition. Absolument. À mon avis, c'est simple, mais on ne peut pas tout de go continuer à commencer à dire ah non, l'opposition doit faire, tel n'est pas légitime, tel n'est pas légal, tel est. Moi, je pense que c'est ce discours qui embrouille le jeu. Et on a vu venir en 2018-2019. Et ça commence encore. Je pense qu'il faudrait qu'on soit cohérent. L'État a ses structures. Et on ne va pas aller chercher ailleurs. Vous regardez dans le football, on est allé chercher la VAR pour regarder, et pourtant, les gens ne sont pas tous satisfaits. Mettez 10 arbitres sur le terrain, ils ne sont pas tous satisfaits. Parce que les gens, celui qui a perdu va chercher des raisons de perdre. Il y a toujours une dose, subjective. Il y a toujours des errements. Il y a toujours il y a un feu de route qui est adopté. Il y a un processus qui est connu. Il faut déjà que nous prenions acte de cela et que chacun joue sa partition dans le cadre. Non, justement, quand l'opposition dit, quand par exemple, le leader, le chef de l'opposition dit que l'opposition doit être associée, quand on dit qu'il faudrait que tout le monde, qu'il y ait consensus. Il n'y a pas de consensus en matière. C'est un processus. Donc, chacun n'a qu'à jouer son rôle là où il doit le jouer. Merci. Mais il ne faut pas qu'on crée des concepts bizarres, consensus ici, consensus là-bas, consensus à gauche, à droite, dans une démocratie où on sait que quand même, les rapports de force se créent par les élections. Bokor, nous allons passer au sujet suivant. Jacques Bokor, vous avez suivi cet audio sur la toile de Bertin Kovi qui relance le débat par rapport à ces nombreux appels les uns les autres qui veulent voir Sébastien Germain-Ajavon et Patrice Talon échanger, discuter afin que les égos soient tus. Dites-nous quelle est votre appréciation d'abord de l'invite qui a été faite par Bertin Kovi. Non, d'abord, je pense que ça participe de la décrispation tant voulue par, disons, par tous. Hein. Et puis que Sébastien Ajavon et Patrice Talon s'entendent, je pense que c'est pour le bien du pays. Nul, normalement, n'est de trop ou ne sera de trop pour la construction. Mais est-ce que vous y croyez? Bon, ça dépendra des deux acteurs. C'est-à-dire que Sébastien Ajavon fasse le pas et que, de l'autre côté, Patrice Talon soit vraiment ouvert et qu'il accepte de faire le jeu avec lui. Maintenant, celui qui parle, c'est-à-dire Bertin Kovi, qu'on le veuille ou pas, il est bien placé pour le dire, pour lui donner ces genres de conseils. Si on se réfère à son cas à lui, comment quelqu'un qui avait un mandat d'arrêt aux fesses a pu franchir les frontières béninoises avec le mandat d'arrêt qui s'est subitement éteint, certainement qu'il y a eu des négociations, disons, de coulisses ou en coulisses. Donc, s'il le dit, s'il est en train de conseiller Sébastien Ajavon, je pense qu'il est bien placé pour le lui dire. Il connaît les voies et moyens pour y arriver. Espérons, parce que Sébastien Ajavon, il n'est pas un gamin. C'est une personnalité, qu'on le veuille ou non, de la République, qui a une certaine expérience. En son âme et conscience, il sait ce qu'il lui faut pour, disons, raviver cette flamme qu'il y a eu en 2015 entre Patrice Talon et lui. Certainement, lui-même a déjà écouté l'audio et il saura agir. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Alors, je vais Bertin Kovi, l'homme qui a quand même produit plus de 3000 audios dans lesquels il avait invectivé le président Patrice Talon. Ces audios-là vont dans tous les sens et sont de tous ordres, de toutes catégories. Aujourd'hui, ce Bertin Kovi, comme l'a dit tout à l'heure Jacques Bokor, il paraît mieux placé pour conseiller Sébastien Germain-Ajavon dans sa posture. Il estime que Sébastien Germain-Ajavon doit faire allégeance à la République, qu'il doit échanger avec Patrice Talon. Je voudrais faire l'effort de ne pas citer le nom de celui dont vous aviez parlé. Je parlerai bien entendu de cette action que je trouve
anachronique, une action complètement déplacée, déphasée, et venant d'un personnage dont je ne cite pas le nom, ambivalent et complètement désaxé. Je ne cite le nom de personne, qui se cherche sur le buzz. C'est le moment s'y prête d'ailleurs. Sinon, je n'arrive pas à comprendre de quel mandat dispose cet individu, dont je ne citerai pas le nom, pour péréronner sur les réseaux sociaux et trouve des répondants, curieusement, dont vous, bien entendu. Non, pardon. On va faire lorsque plus je sérieux. parle, je ne suis plus inspiré. Non, on va faire plus sérieux. Je ne suis pas sérieux, non. Je dis. Parce qu'en fait, tout buzzer en griffe ne cherche que des réponses. L'initiative est mauvaise, selon vous? C'est d'une vilainie exécrable. Pour dire ceci, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, c'est d'une vilainie exécrable. S'il s'agit d'initiative que je désapprouve, pour dire ceci. Qui est qui? Et à l'intérieur, je me suis obligé, parce que je devrais répondre à vos préoccupations sur ce plateau, je me suis obligé, malgré le désappétit, ou c'est-à-dire tout le malaise que je ressentais, je suis obligé de lire jusqu'à la fin cette... enfin, j'ai lu. Et donc, pour constater qu'à l'intérieur, l'individu se prend pour quelqu'un qui est sorti de la puce de Jupiter, trouve que les autres n'ont pas le droit de parler, mais que lui, il a le droit de parler. Trouve que tel n'a pas le droit de parler, que lui, il a le droit de parler. Trouve que tel ne doit pas se retrouver et émettre son opinion, encore que lui, il se dit pouvoir émettre son opinion. Dire qu'en matière d'économie, il n'y a pas meilleur que lui. Ben, je trouve cela innommable. Pour tout dire, franchement, moi, je ne vais même pas relayer ça dans mon média parce que ça n'a aucun intérêt. Bon, Et vous qui l'aviez fait, vous savez pour quel intérêt vous l'aviez fait? Non, je ne non. vois pas. Cet individu n'a aucune aptitude. Perzo Alago, lorsque Oui. on souhaite, son vœu est le vœu d'autres citoyens béninois, souhaite que Patrice Talon et Sébastien Jamajavon échangent. Vous, en tant qu'analyste politique, partagez-vous cet avis ou pas? Je ne le partage pas. Je dis simplement qu'il est en train de faire du buzz. Non. C'est-à-dire, à un moment donné, Est-ce que c'est parce que c'est lui oui. qui est porteur d'une telle initiative qui ravive le débat, ou l'idée elle-même, dans le fond, n'est pas bonne? voilà, par exemple, vous avez des adultes. Le chef de l'État, un adulte, et en plus a la responsabilité de conduire tout un peuple qui sait ce qui est bon pour lui et quand est-ce que c'est bon pour lui. Un certain Sébastien Jamajavon, qui est aussi un adulte, manager. Même s'il est manager en affaires, il doit aussi manager aussi Les ressources humaines et le quotidien. Deux adultes parfaits qui ont tout le sens en place. Et il se trouve des cuits-d'âme pour venir se mettre au milieu pour dire c'est eux qui vont créer le déclic. Je n'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Le chef de l'État, du haut de son piédestal, a tout ce qu'il faut pour faire ou ne pas faire. Sébastien Jamajavon n'a pas besoin de conseils, franchement, pour prendre la décision qui s'imposait. Donc, arrêtez les buzz et puis on va avancer. Agapit n'a pas de sur le même sujet. Je risque de dire la même chose. Je n'ai pas lu. Je ne lis pas ça. Je n'ai pas les 3000 postes de bête. Je ne lis pas. Je ne lis pas parce que j'ai tellement mieux à faire. Ensuite, je ne sais pas combien de personnes ont demandé à Bertin Corvi de venir faire les gens dans la République. Il est libre de faire les gens dans la République. Moi, je saluer les nôtres qui sont dehors et qui spontanément sont entrés en disant bon, j'affronte mon destin. Et oui, on peut négocier avec l'État. Vous êtes poursuivi parce que vous n'êtes pas là pour répondre. Vous revenez, vous demandez à votre avocat de voir le procureur. Il y a des procédures. Il y a des procédures. Vous rencontrez le juge d'instruction, vous discutez avec lui. Le procureur prend un acte. Vous pouvez continuer à être poursuivi, mais sur convocation. Donc, on lève le mandat. Il y a plusieurs. La justice a ses procédures, a ses méandres. Donc, il y a plein de situations qui peuvent évoluer. Mais je pense que Bertin Corvi n'est pas porte-parole de quelque chose. Tout ça embrouille le jeu. Et le relais que font les médias, justement, concourt à créer à faire croire que certains ont la parole, ont le droit. Il ne s'agit pas s'agit pas de penser que Bertin Corvi peut-être. C'est que ça n'a pas, c'est pas un événement. C'est un individu. Ce qui est dit. Lorsqu'un individu se lève, vous avez dit tout à l'heure dans votre commentaire que
Patrice Talon a rencontré Yahi, la princesse Carmé. On est en temps mort. On est en temps mort. Il n'y a rien qui se passe. Attendez la période électorale, vous avez déjà, vous voyez tout le débat qui fait sur la liste électorale. Quelle est la princesse Carmé? La rencontre Talon Yahi a débrouillé sur quoi? Sur des doléances de Yahi. Bon, voilà, on ne sait pas si c'est le parti des démocrates, si c'est Yahi. On ne sait pas qui a dit. Mais il y a la libération. Il y a ça, c'est la justice. Moi, je ne mélange pas mes choses. Le procureur, des gens ont été interpellés. Les dossiers ont commencé par être dépouillés. Les gens vont être libérés. Certains vont être libérés sous caution. Au bénéfice du doute. Et il y aura des procès, peut-être, où il n'y aura pas de procès. La justice a toujours fonctionné comme ça. Ce n'est pas hier, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, maintenant, chacun peut lire l'actualité comme bon lui semble. Et donc, vous pensez que c'est parce que Talon a rencontré Yahi. Mais ok, laissez Adjavo, quand ça lui plairait, comme Tawes est rentré, comme Corvier est rentré. Si Adjavo a envie de faire comme eux, il fait comme eux. Si Dianoté a envie de faire comme eux, il fait comme eux. Mais je ne vois pas pourquoi on va commenter, ou bien quelqu'un va exhorter, ou bien quelqu'un va... Ça, c'est vraiment... Moi, j'estime que c'est en relayant ces gens de bouffonnerie que nous pensons que certains ont le droit d'embrouiller le jeu politique. Le jeu politique se passe sur le territoire national. Et puis, je dis, en France, c'est pas seulement au Bénin que les hommes d'affaires ont maille à partir avec l'État ou bien Bernard Tapie. C'est heurté à la politique, c'est un homme d'affaires. Mais dès qu'il est entré à la politique, il a vu tout son empire s'est effondré. Parce que justement, la politique et l'affaire est complexe. Peut-être qu'on aura d'autres débats à faire là-dessus pour dire que ce qui se passe avec Adjavon, si vous rentrez dans le fond du dossier, ce n'est pas la même chose que Bertrand Govi. Ce n'est pas la même chose que Géronté Agossou. Donc, est-ce que Loïc le Préjean, qui était le grand patron du pétrole, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On est en France. Donc, il faut que nous puissions poser les vrais problèmes et ne pas rester en surface, écouter quelques audios et nous emballer là-dessus. Moi, je pense qu'il faut qu'on circule la République à d'autres. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforécan. L'autre sujet qui nous rassemble sur ce plateau, c'est également la qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile. Cette qualité qui a également suscité des indignations sur la toile. Jacques Bocor. Non, à juste titre, ces indignations, parce que quand vous payez pour un service et que vous n'avez pas satisfaction, c'est normal que vous réagissez. Et ce qu'on vit, je pense, ces derniers mois dépasse, comme on le dit, l'entendement. Parce que lorsque vous faites forfait de 500 francs, un forfait de 500, vous téléchargez 2 vidéos, disons, de 15 mots. Au 3e téléchargement, ça commence à tourner, et ça bug. Donc, les gens ont raison. Mais d'aucuns s'en prennent aux opérateurs de téléphonie mobile et je me demande si c'est la bonne cible. Parce que ces opérateurs de téléphonie mobile n'opèrent pas sans l'aval de l'ARCEP, qui est le bras opérationnel, le bras technique du pouvoir, de l'État. Donc, et il ne propose aucun service sans soumettre ça à l'ARCEP. Les forfaits, les offres qu'on nous propose sont validées. Maintenant, le dernier point, c'est que allons chercher à voir, est-ce que le cahier de charge est resté le même avec le gouvernement de Patrice Talon? Est-ce que, parce que je l'ai dit ailleurs, lorsque vous avez l'habitude de traire votre vache 5 litres par jour et que vous demandez à la vache désormais, tu vas me produire 10 litres, ce n'est plus la même chose. La vache va vous demander à manger plus. Ces gens ne sont pas venus vendre de la moutarde à Cotonou. C'est des capitalistes également. Donc, si vous les empêchez peut-être, ou bien vous les forcez quelque part, ils voudront également aussi opérer ailleurs. Donc, moi, je pense que tout doit être fait, et avec l'ARCEP, et avec ces opérateurs économiques, et également les fournisseurs d'accès Internet, parce qu'il y a d'autres qui vendent également de l'Internet qui ne sont pas des opérateurs de téléphonie mobile. Donc, normalement, on doit chercher le juste milieu pour ne pas que le citoyen lambda, le consommateur, paye le loup tribut, c'est ça? Le loup tribut. Alors, dites-nous, Joseph Perzonago, votre commentaire sur le même sujet.
d'actualité. Je partage une bonne partie du point de vue exprimé par Jacques tout à l'heure pour dire que rien de cela ne se produirait si quelque part il n'y a pas de complicité en griffe du gouvernement, parce que le gouvernement est représenté en ce sens par l'ARCEP. Ailleurs, on leur tape sur les doigts à coups de milliards et ils se remettent vite. Je parle des opérateurs GSM. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Il a encore expliqué tout à l'heure, Jacques. Mais lorsque vous demandez à imposer et avoir beaucoup de sous, je vais être trivial. L'autre aussi, vous devez lui laisser les marges pour nous extraire ce que nous avons, le peu que nous avons, nous essorer. C'est ce qui est en train de se passer. Mais alors là, on le fait. Et puis il y a eu, c'est vrai, je ne voudrais pas revenir sur ce malheureux discours d'un ministre dans le temps qui estimait que... On critique trop le gouvernement. Non, allez même naviguer, que c'est une perte de temps. Mais écoutez, c'est un instrument de développement, Absolument. d'éducation, de formation. Ceux qui veulent regarder les films X, c'est leur job. Et surtout avec Covid, on a constaté que... Tout à fait. Alors, aujourd'hui, vous voyez le télétravail et tout le reste. Ouais. Mais ici, chez nous, j'ai l'impression que nous voulons quelque chose de son contraire. On veut un Bénin développé, un Bénin au top du monde, un hub. Quartier numérique de Le l'Afrique. quartier numérique de l'Afrique. Et puis, on nous offre quels outils? Aucun. C'est-à-dire, on nous taxe au point où finalement, aujourd'hui, l'Internet est un luxe. Ça n'est pas une bonne chose. Ailleurs, je ne voudrais pas citer de pays, je ne voudrais pas citer le Rwanda, je ne voudrais pas citer d'autres pays où vous allez dans une place publique, vous avez l'Internet. C'est vrai, lorsque vous quittez Cotonou, et ce n'est pas Agapi qui me dira le contraire, lorsqu'il est à Bonn, parce qu'il aime bien l'Allemagne, lorsqu'il est peut-être en Suisse ou quelque part à Copenhague, Que tu aimes. que j'adore. Ok. Mais écoutez, la connexion Internet qu'on nous a donnée, enfin je vous en prie, contactez-vous de mon histoire. Il en est témoin. On nous a donné dans nos appartements de la connexion Internet, mais on se contente de ce que les autres nous laissent à l'air libre. Et c'est du haut débit. Je ne dis pas qu'on est Copenhague, qu'on est Amsterdam et tout le reste. Mais nous pouvons nous offrir le luxe que s'offrent les Rwandais. Nous pouvons offrir l'Internet aux nôtres. Et c'est le gouvernement qui est complice à travers l'ARCEP de ces opérateurs GSM qui nous pompent à longueur de journée. Agapi, d'un problème africain, pensez-vous qu'il y a véritablement une complicité entre le gouvernement à travers l'ARCEP et les réseaux de téléphonie mobile? Non. Écoutez, moi je suis un régulateur et j'ai été par là. Non, le gouvernement ne peut pas être tout le temps derrière le régulateur. Le gouvernement peut chercher à comprendre. Le ministre en charge de la communication, donc le ministre du numérique, peut chercher à comprendre un peu ce qui se passe. Et il n'y a que la chef pour lui faire le rapport. Donc, la loi a précisé le rôle de chacun. Ce n'est pas le rôle du ministre de faire de la régulation des opérateurs GSM, ni des fournisseurs d'accès. Donc, première chose, c'est l'ARCEP qui doit pouvoir monter au créneau. Il est arrivé que l'ARCEP m'a aidé à monter plusieurs fois au créneau pour rétablir un certain nombre d'équilibres. Ce n'est pas seulement au Bénin. Les opérateurs sont des capitalistes. C'est des capitalistes et ils profitent de petits détails, un peu comme nous, les promoteurs parfois, les promoteurs de radio parfois. Vous avez besoin de 500 mégahertz et puis voilà, vous allez à 1000, 1500, 3000, même certains disent 3000 et quand la HAG va faire le tour, on diminue rapidement, on revient à 500. Bon, tout le monde essaie de jouer l'État. Et donc, c'est au régulateur d'être vigilant. Donc, en la matière, je ne peux pas accuser qui que ce soit, puisque le problème s'est posé aujourd'hui. Il faut laisser les régulateurs analyser le phénomène, questionner ces instruments, parce que l'ARCEP a les instruments. Donc, questionner ces instruments, ces procédures avant d'aviser. Vous voyez, les phénomènes ont des effets viraux. Donc, ça va très vite. Mais l'action ne peut pas être aussi virale et immédiate, puisqu'il y a des procédures. Si vous ne suivez pas les procédures, vous serez à agir à tout instant, et donc vous irez dans la corde de l'action, parce qu'il y a les procédures à respecter. En la matière, je ne pense pas qu'on puisse accuser qui que ce soit. Par contre, je vais poser deux problèmes différents. Il y a la régulation des coûts, il y a la question du contenu. Nous sommes dans un pays à liberté, à grande liberté de communication, notamment numérique. Vous avez parlé de Rwanda. Oui, j'ai participé au sommet Connected Africa, c'était en 2002-2003, où le Rwanda a pris les devants donc du processus donc de la numérisation, notamment de l'Afrique, et des effets importants, des avantages qu'on peut capter. Le Rwanda est un grand pays, ouvert au numérique. Mais est-ce que le contenu n'est pas mieux régulé que chez nous? Voilà la première question. Donc, vis-à-vis disait tout à l'heure que
pendant Covid, on a mieux senti le numérique. Pas évident. Les effets négatifs qui arrivent, notamment sur les vaccins, la désinformation, les fausses postes, les postes erronés ou bien mal intentionnés, fabriqués, préfabriqués, tout ça, entre chez nous, il n'y a pas une régulation du contenu. Moi, je suis partisan d'une régulation plus stricte que ce qui se passe aujourd'hui. On doit pouvoir savoir ce qui entre et ce qui sort. Nos jeunes ne peuvent pas aller accéder à n'importe quelle plateforme. On doit savoir, on doit ouvrir le début on doit même abaisser les coûts qu'il faut pour qu'ils travaillent. Le télétravail, on peut, aujourd'hui, avec la Covid, on a ouvert, on a connu le télétravail au Bénin, tout au moins les plateformes d'étudiants, un peu les cours en ligne, d'accord. Mais c'est ça qu'il faut promouvoir, la culture, l'acquisition de la connaissance par le numérique. Mais l'accès à certaines plateformes, un certain nombre de dérives, doit pouvoir être mieux qu'on... Merci. Donc, voilà un peu, peut-être qu'on va l'ouvrir après, mais à mon avis, le problème que vous posez aujourd'hui ne peut pas encore trouver solution parce que l'ARCEP, peut-être lundi, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans son rapport, bref, l'ARCEP appréciera, mais il lui est arrivé parfois de rétablir la justice et d'imposer aux opérateurs de corriger. Un dernier point, vous avez parlé de quand on veut sauver les gens, quand on leur dit non, écoutez, la politique, nous sommes dans un budget essentiellement fiscal. S'il y a des secteurs qui drainent des milliards, c'est que tout le monde veut qu'on finance le football. Tout le monde veut qu'on finance le football de tous les âges. Tout le monde veut qu'on participe aux grandes compétitions. Tout le monde veut. Maintenant, beaucoup demandent la tête de ce hier parce qu'il n'a pas gagné, Combien de fois on a la possibilité de voyager pour aller jouer des matchs amicaux à l'extérieur? Combien de fois l'entraîneur a l'argent pour aller suivre les joueurs ici et là? Et combien le pauvre entraîneur des femmes, le brave qui a conduit nos dames à l'épopée, même si elles n'ont pas pu gagner, aller au bout, combien il a les moyens? Mais pour avoir ces moyens, il faut des politiques volontaristes, dont des politiques fiscales parfois. Moi, j'estime qu'il ne faudrait pas, s'il y a des secteurs qui drainent les moyens, qu'on leur dise, mais les cahiers de charges sont là, ils connaissent le contenu. Au point où les citoyens paient c'est le prix. le même citoyen qui profite des effets. Merci à vous, Agapit Napoléon Forican. Merci à vous, chers invités. Merci à toutes et à tous. On va décompresser un peu. Agapit Napoléon Forican, dans votre argumenté tout à l'heure, vous avez dit qu'on doit savoir à quelle plateforme les jeunes ont accès. On doit limiter l'accès à certaines plateformes. Est-ce que vous avez accès à TikTok, par exemple? C'est l'application. L'application. Moi, je vous avez suivi un peu, je peux l'utiliser pour faire d'autres choses. On peut mieux rentabiliser. Vous voyez, le problème que est-ce que vous avez suivi la vidéo du challenge Toutouni, par exemple? Non, je ne suis pas ça, moi. Vous ne suivez pas ça? Non, je ne suis pas ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis occupé à beaucoup d'autres choses. Et je vous explique. Cette plateforme, on peut mieux les utiliser. Surtout nous qui sommes dans le domaine des médias. Aujourd'hui, nous formons des journalistes qui attendent l'emploi. Mais ces plateformes sont pour eux des opportunités énormes de réalisation, de production audiovisuelle, de production de qualité, de production d'éléments exploitables, ici et là. Donc je pense que le problème que nous avons, c'est que quand nous découvrons le côté ludique et parfois totalement puéril de ces genres de plateformes, on préfère y aller. Je vois des gens danser, sauter, sautiller. Agapit ne connaît pas Toutouni, mais peut-être que Perzo lui connaît Toutouni, puisqu'il lève le doigt là. Oui, il n'a qu'à parler de Toutouni. Cela dit, juste pour conclure, on peut s'amuser de temps en temps. Donc, parfois, bon, on peut dire TikTok, on peut dire, je sais pas, Toutouni, tout ce que vous voulez. Mais c'est ponctuel. Mais disons qu'en fait, des phénomènes ou des phénomènes de la société, à mon avis, je pense qu'il faut. Enfin, moi, c'est pas mon école. Voilà. Non, écoutez. Vous avez suivi le challenge? Mais bien sûr, puisque je suis un homme de médias, je suis obligé d'être au confluent de tous ces mouvements. Mais pour faire un peu. Bon, je ne suis pas aussi rigide que Agapit, par exemple. J'ai dit que le contenu, tout à l'heure, il parlait de contenu. Non, mais écoutez, pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui continue de le faire, ça me fait mal qu'il dise non, on va saluer le contenu. J'ai encore la parole. Du tout. Et ça dit, on va saluer le contenu. Non. Maintenant, tout non pas. Contrôler le contenu. Vous savez, réguler c'est sur ce même TikTok qu'un Sénégalais, de rien du tout, que tu me pardonnes, est multimillionnaire. Je voudrais m'aventurer même pour parler de milliardaire, mais il est multimillionnaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle même pas, il ne prononce pas un seul mot. Il prend une scène, il commente, il fait des gestuels simplement, et il a eu tellement de présence sur sa page que TikTok l'a rétribué à des millions et des millions
d'euros ou de dollars. Validé. Et tout ce qu'il a fait jusque-là, n'est pas obscène. Pas du tout. C'est pas des gestes obscènes. Il n'a même pas prononcé un seul mot. Vous voyez un peu? C'est dire donc que notre acon national, ou notre caca et autres, ou le zéli renouvelé, vous le dansez bien. bien. Vous imaginez combien de personnes de la diaspora vont se connecter et découvrir cette culture et partager avec d'autres nations. Ça, c'est aussi des contenus qu'on peut vendre, qu'on peut valoriser. Je suis tout à fait d'accord sur cet aspect avec Agapit pour dire que nous n'en faisons pas souvent un bon usage. Cependant, moi je suis ouvert, je dis, permettons à ceux qui veulent s'exprimer de le faire, dans l'obscénité, de le faire. Et ceux qui consomment l'obscénité, d'aller consommer l'obscénité. Et ceux qui ne le consomment pas peuvent passer leur chemin. Et donc moi je crois que je suis totalement dans la liberté. Et vous avez apprécié? Apprécier, c'est regarder et donner son avis. Jacques Boko. Il faut dire aussi que tout n'est pas mauvais. Donc, Jacques Boko. Je préfère avoir l'IFAS sur cette. Il y en a depuis peu. Hein. Jacques Boko, très rapidement, pour finir. Sans faire campagne à quelqu'un. Jacques Boko, pour finir. Non, moi, j'avoue, je n'ai pas suivi non plus ce dont vous parlez, j'avoue. Il est occupé à autre chose. Même si je suis plus jeune sur le plateau. On est aussi occupé à autre chose. Donc, je n'ai pas suivi. Mais je suis pour, effectivement, l'utilisation à bon escient des réseaux sociaux, des plateformes numériques. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, même sur WhatsApp, nos simples statuts servent de boutique en ligne à des femmes qui n'ont pas de boulot, mais qui font leur commerce. Parce que j'ai vu le post d'une telle nourriture, d'un tel repas, je peux commander en ligne et on m'apporte ça. Donc avec un service de livraison. Avec le service de livraison. Donc, ça, c'est bien. Donc, bon, pour conclure, je pense qu'il est important parce que si nous voulons effectivement faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique, si nous voulons effectivement démocratiser Internet, si nous voulons faire de la finance, par exemple, inclusive, comme on le dit, on dit, oui, le citoyen qui est à Tchumi, à la frontière du Niger, là-bas, doit pouvoir avoir accès à mobile money. Sans Internet, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire le mobile money. Donc, il y a des gens, c'est quand ils trouvent éventuellement 100 francs qu'ils se connectent. Éventuellement 100 Donc, francs. je pense qu'il faut démocratiser, il faut baisser le coût. Ou bien, si on veut augmenter le cahier de charge, les coûts, il faut tenir compte de la bourse du citoyen vraiment lambda aujourd'hui. Merci à vous, Jacques Boko. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Vous étiez face à Perzoanago, directeur de publication du quotidien La Dépêche, et également en compagnie sur le plateau ce samedi, Agapit Napoléon Mafoïkan, directeur de E-Télé, consultant médias communication. À toutes et à tous, c'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve samedi prochain pour l'autre rendez-vous. On se retrouve également demain pour l'invité. À très bientôt.